Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'avais prévu de vous faire un truc. On vient de parler de numérique, on vient de parler des mutations que le numérique pouvait instaurer et installer dans nos pratiques pédagogiques, dans nos pratiques de tous les jours. J'avais prévu de me la péter un petit peu en jouant avec ma tablette, commander mon ordinateur avec la tablette, mais finalement ça ne marche pas. Donc je vais en revenir à des choses bien plus confortables et dont je sais qu'elles fonctionneront. Donc je vais essayer de revenir à des choses. Et en plus, dans mon discours, vous verrez, finalement, je vais parler du numérique, mais je ne vais pas en parler, parce que finalement, le numérique, on n'a plus besoin d'en parler, on en a tous, vous vivez tous avec, vous avez tous vos ordinateurs, tous vos portables, vos smartphones. Finalement, on n'a plus besoin d'en parler, c'est là. Donc, je vais reposer le problème autrement et vous parler un petit peu de tout ça. Donc, en fait, mon exposé, et ce que je souhaiterais vous parler, c'est de la mutation des pédagogies et mutation de la pédagogie, mais en lien avec les espaces. Alors évidemment, faites pas ce que je dis ou faites pas ce que je fais. Je vous parle d'espace et vous êtes tous devant moi. Tout à l'heure, Jean-François va essayer de vous faire bouger. Vous vous rendez compte que finalement, dans un amphithéâtre, on ne peut pas faire grand-chose. Et si, par malheur, j'avais envie de vous mettre en petits groupes et puis de me faire quelques réflexions collectives, je crois qu'on serait vraiment bien embêtés. Donc, évoquer un certain nombre de choses, et puis finalement, on se retrouve toujours dans des espaces ou dans des situations où on est un petit peu embêté. De la même façon, on parle de pédagogie active, de pédagogie ouverte, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je parle et vous m'écoutez. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou des interrogations. Donc en fait, quelle idée entre la mutation d'espace et la mutation pédagogique? Déjà, on peut déjà se poser la question entre à gauche, alors l'image n'est pas très jolie, mais ce sont les examens au concours en fin de première année de médecine à Nancy, vous voyez, donc tous les étudiants, alors on distingue un petit peu tous les étudiants en randonnion, un petit peu comme vous, là. Et puis, ou alors, avoir des espaces qui permettent de générer des interactions. Et là, je vous montre une photo d'une classe qu'on a mise en place à Nancy, à l'Université de Lorraine, des classes modulables, dans lesquelles, finalement, rien n'est attaché, rien n'est verrouillé, tout est libéré, et dans laquelle on peut envisager de décentrer et de libérer tout le monde. Libérer non seulement les auditoires, les étudiants, mais libérer aussi l'enseignant de sa place centrale sur l'estrade en train de raconter son discours. Donc la question c'est ça ou ça, l'un ou l'autre. Alors je ne dis pas qu'il faut remplacer un dogme par un autre, mais on peut quand même se poser la question. On sait quand même que l'université, ou du moins ces schémas-là, datent de quelques dizaines, voire quelques siècles. Donc, et puis, au regard de tout ce qui est arrivé aujourd'hui, et Jean-François en a bien parlé, c'est qu'en gros, il y a quelque chose qui vient d'arriver, c'est le numérique. Donc le numérique repose quand même un certain nombre de questions. Donc vous voyez la petite illustration, l'enfant qui pose la demande à son père pourquoi Moïse photographie le ciel avec sa tablette. Donc on peut se dire, qu'est-ce qui se passe dans ce joli monde? Donc la question c'est maintenant, oui, on va pas tourner autour du pot, le numérique fait partie de nos vies, on a ce genre de réactions qui peuvent être envisagées. Quand on voit les amphis, je crois que Jean-François a monté une photo, c'est-à-dire quand on fait cours aujourd'hui dans un amphi, on voit plus les marques des ordinateurs que la tête des étudiants. On peut dire d'ailleurs que Apple a largement gagné dans nos universités contre les autres marques. Tous mes étudiants ont une tête de pomme. Donc le constat qu'on fait, c'est que le numérique a transformé tout le paysage. Ça, c'est une première chose. C'est le principe, c'est ce sur quoi on va s'appuyer. Je crois que ça fait un peu de bruit. Donc, le numérique a transformé le paysage des réseaux, des échanges. On n'est plus connecté de la même façon. On sait que là, aujourd'hui, on est regardé peut-être certainement partout dans le monde. C'est-à-dire que ça modifie notre rapport au monde, notre rapport aux autres, notre rapport notre rapport au monde et finalement notre présence dans le monde. Donc ça, c'est une première chose. Et on ne va pas discuter ça. La deuxième chose, c'est une affaire toujours de triangle. Je crois qu'en pédagogie, on aime bien les triangles. Et donc, c'est toujours une affaire de triangle aussi. D'un côté, la pédagogie, les espaces et la technologie. Finalement, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Parce que c'est beau un triangle, et finalement, tout à l'heure, on a parlé du triangle du théorème de Pythagore, et on était encore dans les triangles. Il va falloir articuler tout ça, c'est-à-dire ne rien laisser de côté, c'est-à-dire se poser la question de qu'est-ce que je fais, où je le fais, et avec quoi je le fais. Et enfin, ce qui n'est pas négligeable aussi, c'est pourquoi je le fais. Et je vous montrerai, donc je terminerai ma petite présentation par un exemple qu'on a mis en place à Nancy. La deuxième chose, et les autres leviers sur lesquels on va jouer, c'est donc on a vu pédagogie, espace, comment les uns et les autres s'articulent. On va jouer aussi sur le côté distribué, c'est-à-dire que se retrouver avec la possibilité d'accéder à tout un tas de choses qui ne sont pas forcément au même endroit,
ne pas forcément avoir besoin d'aller à la bibliothèque pour retrouver tout un tas de données, mais pouvoir aller chercher tout ça comme on le peut. La deuxième chose, c'est le côté capacitant, c'est donner la possibilité aux individus finalement de prendre en main, de se prendre en main et de faire par eux-mêmes, d'être valorisés par ce qu'ils sont en train de faire, d'être capables de produire, parce que on entend toujours les mêmes discours, c'est-à-dire les réseaux sociaux, on les verrouille les adolescents, ils sont toujours connectés, etc. Mais on oublie une chose, c'est que les réseaux sociaux, c'est de l'écrit, c'est de la production, peu importe la production qui en sort. C'est-à-dire qu'après, il y a tout un travail de médiation, mais quand un étudiant se met à produire quelque chose qui est recuité par un prof qui se retrouve à l'autre bout du monde, ben, il y a une part de valorisation et de confiance en soi et d'estime de soi qui est déclenchée. Et ça aussi, il ne faut pas le négliger. Alors, réseaux sociaux, c'est sûr, il y a toujours comme dans ces domaines-là, il y a toujours un aspect un petit peu du bien et du mal. Bernard Stiegler parle du pharmacone, c'est-à-dire que dans la technologie, il y a nécessairement une part émancipatrice, mais une part aussi négative, une part sombre. Et nous, enseignants, nous qui intervenons auprès du public, bah c'est à nous de faire comprendre, à nous d'éduquer, à nous de transmettre à nos étudiants et à nos publics ces compétences transversales pour en faire des utilisateurs avertis, critiques, responsables, finalement des citoyens équipés d'une dimension qui est la dimension numérique. Donc ça, c'est la troisième chose. Et la deuxième chose, et la troisième chose, c'est le collaboratif. Évidemment, on n'a pas attendu le numérique pour collaborer, mais qu'est-ce que c'est bien de collaborer avec du numérique quand ça marche. Quand ça ne marche pas, on revient toujours à nos petites affaires. Mais n'empêche qu'on s'est reposé la question de la collaboration, de comment travailler avec les autres, parce qu'à un moment donné, on a disposé d'outils qui nous démultipliaient les capacités d'échanger, démultiplier la capacité de se retrouver, quel que soit le lieu et quels que soient les lieux, finalement en s'affranchissant toujours de cette fâcheuse unité de temps et unité de lieu qu'on retrouve toujours un peu partout. Donc ça, c'est le troisième point. Et donc, l'autre aspect, les autres constats, ça c'est tout ce qu'a un petit peu mentionné tout à l'heure Jean-François, c'est-à-dire que nos étudiants sont en quête de sens. Évidemment, on peut se poser la question du pourquoi je suis là quand je suis dans un amphi. Si je délivre mon cours finalement, en n'expliquant pas, en recontextualisant pas, en ne donnant pas de sens, finalement, si j'étais à la place de l'étudiant, est-ce que j'irais en cours? Posons-nous toujours la question. Moi, j'étais de ceux, quand j'étais étudiant, ça remonte à quand même quelques décennies, et finalement, si le cours ne me donnait pas, ne m'apportait pas quelque chose, ou si je n'y voyais pas le sens auquel je m'attendais, j'y allais pas. Donc n'attendons pas des étudiants qui fassent autre chose que nous. Donc cherchons à donner du sens à tout ça. La deuxième chose, c'est, finalement, on l'a abordé tout à l'heure, c'est le côté social. On n'apprend jamais seul, d'accord ? On apprend toujours avec les autres. On apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. C'est ça que je voulais dire. Ouais, je suis un petit peu mélangé les pinceaux. Donc en fait, on a toujours besoin, quoi qu'on en dise, besoin du côté social pour pouvoir apprendre. Donc, encore une fois, on dispose d'un formidable outil, le numérique. Le numérique nous permet de faire des choses, mais finalement, on n'invente rien de nouveau. C'est-à-dire, c'est du côté social, le socio-constructivisme et toutes ces petites choses-là datent de bien avant le numérique. Et enfin, quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est la motivation et le bien-être. Apprendre dans de bonnes conditions, dans des lieux, dans des locaux qui nous accueillent, avec un respect mutuel, un respect entre celui qui parle, celui qui écoute, quelque chose qui se co-construit, me semble une des dimensions qui est essentielle, et c'est là-dessus que je vais plutôt focaliser, c'est-à-dire que comment finalement faire et créer les conditions pour que tout le monde se sente bien. C'est-à-dire qu'un étudiant qui se sent bien, c'est un étudiant heureux, c'est un étudiant qui est content de venir dans un cours, qui est content de participer. Et puis, des étudiants heureux, c'est aussi la question de l'enseignant, un enseignant qui se sent bien face à son public. Dans une collaboration avec ses étudiants, je pense qu'il y a tout un tas de choses qui se déclencheront, ne serait-ce que parce qu'on aura joué sur ce levier-là. Et comment on va donc essayer de jouer sur ce levier-là? Et donc, par contre, par écho, on peut jouer donc sur l'optimisme, la pleine conscience, l'appartenance, l'authenticité, le sens, l'énergie. Finalement, tout ça, ça se décline autour de la logique du bien-être. Et comment on va jouer sur ces trucs-là? Finalement, on va essayer déjà dans un premier temps de repenser sa propre pédagogie. Tout à l'heure, on a parlé de pédagogie active. Il y a peut-être aussi, il y a d'autres façons de le nommer, mais on parle aussi de pédagogie ouverte. Pédagogie ouverte, tout simplement pour qu'on joue sur 3 dimensions qui sont extrêmement importantes, c'est la transparence, la participation et la coopération. C'est-à-dire que ça peut être instrumenté, ça peut être
instrumenté par tout un tas de choses. Le numérique, vous voyez, petit à petit commence à s'éloigner. C'est-à-dire qu'on a des outils qui nous servent. Et nous, humains, nous définissons par nos outils. Mais je veux dire, c'est pas ça qui prime. C'est la façon dont on va organiser tout ça en vue de respecter ces 3 dimensions-là, à laquelle j'ai rajouté une quatrième, qui est la confiance. Parce que je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais faire si on n'a pas lancé et établi cette logique de confiance. On pourra envisager tout un tas de scénarios, on pourra envisager de modifier toutes nos petites affaires, essayer de mettre en place des activités, mais si à un moment donné, il n'y a pas une confiance respective, la confiance entre moi, enseignant, qui finalement a des choses à apporter à mes étudiants, mais étudiants envers moi, mais parce qu'ils ont également des choses à m'apporter. Donc il y a cette 4e dimension qui est extrêmement importante et la plus difficile, parce que comment établir quelque chose et rentrer dans un mode de confiance, ça c'est du temps, de l'échange, de la compréhension, définir finalement un certain nombre de règles pour que tout le monde sache comment les interactions vont se faire entre les différents acteurs. On n'est plus dans une logique de domination, on est dans une logique de coopération, et donc travailler sur cette 4e dimension est extrêmement important. Et donc, tout ça va nous amener vers une réflexion qu'on a menée, et que j'ai menée avec un certain nombre de collègues, c'est vers des espaces. Parce que finalement, vous vous rendez compte aussi que quand l'espace est enfermant, on se sent moins bien pour faire des choses qui visent à nous ouvrir et à être créatifs. Être enfermé va forcément agir sur notre pensée, sur nos schémas de pensée, sur les idées qui émergeront. Vous savez que les designers de grosses boîtes, pour stimuler leur créativité, ils vont se poser dans des lieux un petit peu différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se poser dans des vieilles usines, il y en a qui vont se poser sur un glacier, il fait froid. Donc le lieu nous conditionne. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde physique. On a beau dire qu'on est en virtuel, le virtuel, d'ailleurs, c'est un vrai débat. Le virtuel n'a rien de virtuel. Quand on parle de virtuel avec notre numérique, il est là. Donc, mais nous n'empêche que nous vivons dans un monde physique. Et ce monde physique nous conditionne. Nous sentons, nous avons nos sens, nous avons la présence dans notre monde. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir jouer. Et jouer pour quoi faire ? Finalement, pour avoir quelque chose qui peut être... Alors, je vais peut-être un peu zoomer, du coup. Hop, voilà. Donc quelque chose un lieu qui va permettre de renforcer les différents échanges. Les échanges entre enseignants-étudiants, étudiants-enseignants, étudiants-ressources, enseignants-ressources, enseignants-espace, étudiants-espace. Finalement, envisager quelque chose qui permette d'activer de façon non prévisible, mais jamais dans une logique enfermante, d'activer toutes ces dimensions, toutes ces interactions et d'en faire quelque chose, de faire que ça vive et que cette vie dans ce lieu puisse s'établir. Vous voyez très bien, typiquement, j'ai rien, on ne va pas rejeter les conférences magistrales, mais vous voyez que dans une logique comme celle-ci, je suis en hauteur, vous êtes en contrebas, sauf qu'ils sont en haut mais plus loin, finalement vous voyez qu'il y a forcément une frontière, entre nous. C'est ce genre de choses qu'il faut arriver à casser, arriver à adapter. Je ne dis pas qu'il faut remplacer l'un par l'autre, mais plutôt en prendre conscience pour pouvoir essayer d'inventer et d'essayer de faire émerger d'autres idées. Et donc, à partir de là, on va pouvoir travailler sur la logique des espaces, travailler sur qu'est-ce qui peut être, comment je me positionne dans cet espace, comment moi je me positionne à l'intérieur des espaces. Est-ce que je vise à être dans un lieu public où tout le monde va pouvoir interagir avec moi? Est-ce que je vise à avoir des temps de réflexion qui me sont propres? Est-ce que je vise à travailler avec d'autres tout en étant indépendant des autres? C'est-à-dire qu'il va pouvoir, à un moment donné, se dire et prendre sa capacité à observer l'ensemble des phénomènes et se poser toutes ces questions de qu'est-ce que je souhaite faire là-dedans pour que ça puisse se mettre au service de mes objectifs pédagogiques. Et donc, il y a tout un tas après de configurations qui peuvent être envisagées. Et là, je pense qu'on verra rien, mais je vais peut-être juste zoomer sur une, mais on y reviendra tout à l'heure. Tac, 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 tac. Donc là, par exemple, on a dans un espace comme celui-ci la possibilité donnée à tout le monde de se déplacer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place dominante. Tout le monde a son même environnement, tout le monde peut configurer sa topologie dans son espace d'apprentissage et d'enseignement, et donc ça permet d'envisager tout un tas de choses. Et donc toutes ces réflexions-là vont nous permettre de jouer sur quoi? Sur la transparence, parce que finalement on instrumente, sur la collaboration, la façon dont on va mettre en place les gens entre nous, et puis on va aussi laisser la place à tous les outils dont on dispose aujourd'hui, tous les outils qui nous instrumentent avec les autres, en même temps à des fins qui sont la pédagogie et les objectifs pédagogiques. Et donc,
Qu'est-ce qu'on va vouloir jouer? On va jouer là-dessus, sur la logique de renforcement de la collaboration, développer le bien-être à l'université. Bon, je parle pour l'université, mais ces expérimentations-là ne concernent pas que l'université. Il y a énormément d'expérimentations dans le cadre d'autres niveaux, de l'école primaire en passant par le collège et jusqu'au lycée. Et puis réinventer le rapport à l'espace d'apprentissage, c'est-à-dire se reposer la question de pourquoi je suis là et comment je m'installe là-dedans de façon à être bien pour apprendre, bien pour enseigner, bien pour échanger, bien pour produire quelque chose avec les autres. Et donc je vais vous parler d'une petite expérience. Donc ça, je vous ai mis ça, c'est juste du coup, ça nous permet de réinventer l'université. Et réinventer l'université, ça va être la possibilité donnée de parler autrement des espaces, de parler de tiers-lieux, donc de ces lieux informels dédiés à la sérendipité. Donc je dis ça parce que tout à l'heure ça a été évoqué, il y a un quiz qui va poser, et il y a une question sur les tiers-lieux, donc souvenez-vous-en bien. Donc la logique de tiers-lieux, de Fab Lab, de lieux informels où on se retrouve plutôt que dans des lieux où on a l'habitude d'enseigner, d'une cafétéria qui a investi pour pouvoir discuter avec les étudiants et faire émerger des choses. Donc c'est réinventons l'université pour sortir de ces schémas qui ont été installés plusieurs siècles auparavant. Et donc je vous parle d'une expérience qui s'appelle ELI. Alors je l'ai appelée ELI, ça s'appelle pour environnement collaboratif en ligne. Et en fait, cette expérience, c'est l'expérience d'un cours autogéré. C'est-à-dire que je suis parti d'une logique de toutes ces réflexions-là, avec des étudiants de L3, donc j'aurai une diapo là-dessus, mais de L3 Infocom, donc des étudiants qui ne sont pas des techniciens, qui ne sont pas des technologues, c'est des gens qui font de la communication. L3, on m'a dit ouais, les L3 sont pas responsables, ils sont pas matures, etc. Bon, ça c'est ce que me disaient mes collègues, et puis je me suis dit je vais tenter l'expérience. L'expérience d'un cours autogéré dans lequel un certain nombre d'éléments seront partagés et organisés par et avec les étudiants. L'idée, ça reposait sur un cours. Alors comme d'habitude, vous devez avoir ça dans vos universités, dans vos établissements. Ce cours, c'était environnement collaboratif en ligne. Le descriptif du cours, c'est dans ce cours, vous aborderez les environnements collaboratifs en ligne. Voilà, les théories, les objectifs et quelques outils. C'était ça, le descriptif du cours. Si j'avais dû faire un cours magistral là-dessus, je pense qu'au bout de 2 séances, et je suis optimiste, j'avais plus d'étudiants devant moi. Logique. Vous vous mettez au tableau, vous expliquez, parlez d'environnement de collaboratif en ligne, vous avez des séquences de diaporamas interminables, puis les étudiants sont là, puis s'ennuient, éventuellement dorment, font autre chose, font du Facebook, ils ont raison, c'est bien plus intéressant que d'écouter quelqu'un qui leur parle de trucs qu'ils vont trouver partout. Donc, je me suis dit, je vais faire autrement. Je vais responsabiliser, donner du sens à ce que l'on va faire, et je vais responsabiliser les étudiants dans leurs propres apprentissages. Donc j'ai défini cet espace ELI, et donc d'en faire un espace lui-même qui soit l'espace d'observation de ce qu'on est en train de faire. Donc ce sera un espace collaboratif qui permet de collaborer et de co-construire ensemble la collaboration au sein d'un espace collaboratif. Donc c'est un peu compliqué, mais j'aime bien les systèmes auto-référentiels, j'ai fait un peu de mathématiques dans le temps, donc ça me plaît bien. Donc ça me plaît bien. Donc c'était l'idée là. La deuxième chose, on reprenait les objectifs pédagogiques aussi flou soit-il. Je dis voilà, vous voyez, je vous explique, les espaces collaboratifs, les environnements collaboratifs, il y a nécessairement des théories sous-jacentes, il y a nécessairement des outils, il y a nécessairement des pratiques, des méthodes, etc. Je vous mets ça en vrac, vous vous débrouillerez. Et la troisième chose, c'est de s'outiller, de permettre à tous de se dire, voilà, on va collaborer ensemble, quel outil choisissons. Ça, c'est le cadre. Après, j'ai donné 4 lois. Les 4 lois d'Élie. C'est un petit peu, alors j'ai pris un ton solennel, un petit peu à la Dante dans la Divine Comédie. Toi qui entres dans Élie, toi enseignant, étudiant qui rejoins Élie, ces 4 lois tu respecteras. Ou alors d'autres références, style Isaac Asimov, etc. Les 3 lois de la robotique, voire la 4e. Donc 3 lois. Donc co-construire Élie en 7 séances. On avait 7 séances. La première loi. La deuxième loi, être présent à toutes les séances. En 7 séances, si on collabore, s'il commence à y avoir des gens qui ne sont pas là, on finit vite à ne pas pouvoir travailler. Donc répondre aux objectifs d'Élie, qui étaient au-dessus, donc référence au-dessus. Et la 4e chose, c'est organiser le commun. Donc le commun au sens du faire ensemble, pas le commun des biens communs, de ce qu'on se partage, mais le commun au sens de théorie un petit peu des commons en anglais. Donc organiser le commun, donc organiser ce faire ensemble. Et puis après, l'enseignant, moi enseignant, je n'étais qu'un guide, celui qui était là aux questions, qui ne répondait que quand on m'interrogeait, qui participait aux réunions de coordination avec les étudiants et qui ne prenait la parole que si ma parole était entendue au même niveau que les étudiants. La 3e étape de ce truc-là, c'est d'accord, on travaille ensemble, vous prenez tout en main, définissez vous-même vos critères d'évaluation. Qu'est-ce que vous voyez comme évaluation? Alors, il y a eu tout un tas de discussions, je vous montrerai quelques photos sur le sujet, mais en fait, alors au début, tout de suite, on va noter la présence, on va exclure ceux qui ne sont pas là, etc. Puis petit à petit, ils se disent, mais on nous donne le choix de noter.
ben, peut-être on va noter le positif, qu'est-ce qu'on a fait de bien, comment on s'est organisé, qu'est-ce qu'on est capable de produire, etc. Donc il y a tout un tas de processus qui se déclenchent simplement parce qu'à un moment donné, on lâche. Tout à l'heure, Jean-François l'a dit, on lâche prise, mais en même temps, on fait confiance. On rentre dans un dispositif où, finalement, nous sommes outillés, nous avons des lieux, des espaces où on est tous ensemble et où on n'a pas de hiérarchie imposée par la topologie des lieux. Et à partir de là, il se passe tout un tas de choses. Tentez-le, vous verrez. Tentez un truc comme ça, vous verrez, avec vos étudiants, vous verrez, il se passe énormément de choses. Parce que, à un moment donné, vous donnez confiance à quelqu'un. Alors c'est sûr, il y en a qui ont dit, il y a la confiance préfère le contrôle. Il y a des gens qui ont dit ça dans certaines sociétés. Mais la confiance est la base de tout. Et à partir de là, est la liberté, l'ouverture, la capacité à produire ensemble, à se comprendre les uns les autres, à mettre en place des processus régulateurs au niveau du groupe. Et il se passe une vraie micro-société qui s'installe, mais une micro-société égalitaire, sans conflit. Et quand conflit il y a, c'est des conflits qui sont positivés. Et ça, c'est extrêmement intéressant à observer. Et donc, là, ça, c'était la troisième étape, et la importante. Et puis, en plus, que je leur ai dit, parce que les étudiants d'Infocom connaissent pas tellement les espaces un peu informels, style Fab Lab, etc. Je leur ai dit, bon, on va se fabriquer une identité. Donc, on va construire, par exemple, avec une imprimante 3D, une petite figurine qui va vous représenter une sorte de totem qui va représenter le groupe. Et donc, j'avais des étudiants d'Infocom qui n'ont jamais fait de modélisation 3D, qui se sont mis à faire de la modélisation 3D le soir. J'ai des étudiants Infocom qui, quand ils viennent en cours, pensent qu'à une seule chose, c'est se barrer, partir de cours pour aller retrouver leurs potes ailleurs que l'université, qui restaient avec moi jusqu'à 20h, qui sont venus avec moi le soir au Fab Lab parce que ça les intéressait, et qui ont produit tous les objets qui étaient finalement établis au sein de ce cours. Et donc, ils étaient 42. C'était une séance donc dans un parcours transversal, donc majoritairement des étudiants d'Infocom. Ils ont mis en place des groupes aléatoires, c'est-à-dire que ce qu'on a voulu, c'est pas des groupes déjà les bandes de copains entre eux, mais plutôt un tirage aléatoire et puis qui avait été un petit peu instrumenté. Ils se sont créés une identité, ils ont proposé leur modalité d'évaluation, ils ont identifié les sous-objectifs pédagogiques, c'est eux-mêmes qui ont défini comment s'organiser, qu'est-ce qu'on allait aborder. Et donc le cours finalement qui au départ aurait dû être un cours magistral, rébarbatif, pénible, soporifique et tout ce qu'on veut, ils se le sont appropriés et c'est chaque groupe s'est approprié un ensemble. Il y en a certains qui ont travaillé sur les théories, certains ont travaillé sur le futur des environnements collaboratifs, certains ont travaillé sur les méthodes à mettre en œuvre, certains sont allés ont imaginé une émission de télé où ils faisaient une controverse entre un enseignant qui était contre la collaboration, les modes collaboratifs et une enseignante qui était pour. Donc ils ont mis en place une émission de télé avec... il s'est passé des choses formidables, simplement parce qu'à un moment donné, on a dit « soyez bien ». J'accepte que tout le monde, on est tous dans un même système, on est tous en train de travailler ensemble et on construit quelque chose ensemble. L'espace s'est mis au service de nos approches parce qu'on n'était pas dans un amphi comme ça, mais on s'est dit on va investir une salle qu'on a mis en place à l'Université de Lorraine qui permet de casser la topologie, de casser les espaces verrouillés où on ne peut pas déplacer les chaises, on ne peut pas déplacer les tables. Et donc on a eu cette possibilité-là et ça a fait tout ça a donné une alchimie qui a fait émerger finalement une expérience que je vais reproduire cette année un petit peu différemment en tirant un petit peu toutes les conclusions, mais qui a permis et donc on va pas insister, j'ai une petite vidéo mais je pense que j'arrive au bout du temps, mais je pourrais vous la montrer. Puis si vous avez suivi le webinaire qu'il y a eu la semaine dernière, vous la retrouverez, puis de toute façon vous retrouverez tout ça. Donc en fait, vous aviez des espaces, des temps, des moments de discussion, des moments individuels. Donc le petit schéma que je vous montrais tout à l'heure avec le privé avec les autres, l'ensemble, le collectif, le seul, etc. Donc on a réussi à organiser tout ça de façon à permettre toutes ces interactions et à recréer finalement, à faire société, à faire du commun dans quelque chose qui au départ n'aurait pas permis ça. Et donc, je crois que j'arrive à la fin de ce que j'ai à vous dire. Donc ça, c'est les extraits, je pourrais vous les repasser. Et donc voilà, en haut à gauche, là, vous ne verrez pas le petit bonhomme qu'ils ont construit avec une imprimante 3D. Et je vous ai mis tous les éléments, je vous ai mis mon blog aussi, si vous voulez retrouver le texte exact de tout ce que je vous ai raconté là. Ça vous permettra, et puis évidemment, je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Vous avez peut-être parlé de l'espace, mais vous n'avez pas parlé du temps. Oui. Peut-être un composant important aussi
aussi bien pour l'étudiant que pour l'enseignant, c'est comment gérer le temps entre peut-être les méthodes classiques, si on veut dire, et les méthodes nouvelles ou bien innovantes. Et justement, peut-être les enseignants sont réticents à introduire cette pédagogie active dans leur cursus, peut-être bien parce qu'ils ne savent pas trop comment gérer le temps, comment impliquer cet enseignant qui était toujours en position de force. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il sait tout et les autres ne savent rien. Donc c'est lui qui va transmettre l'information. Maintenant, j'ai l'impression que l'enseignant est réticent peut-être ou il n'est pas vraiment très impliqué dans cette nouvelle pédagogie active ou bien innovante parce que il n'est pas très sûr de son rôle. Donc peut-être deux éléments importants sur lesquels j'ai pas vraiment entendu grand-chose, c'est comment gérer le temps et comment impliquer ou donner cette force à l'enseignant, mais en utilisant des nouvelles méthodes ou bien des nouvelles idées. En fait, Merci. C'est deux questions qui sont centrales. Alors, la première, pour le temps, évidemment, je fais d'autres interventions où je montre que finalement, c'est bien beau. On veut faire des pédagogies actives, on veut donner plus de liberté dans tout ce qu'on fait. Et dans un de mes transparents, je montre le calendrier de l'année qui nous a imposé, tout simplement. C'est-à-dire que toutes les contraintes administratives, calendaires, d'examen, et typiquement dans une université française, quand l'année se termine fin avril, et qu'on a 2 semestres à faire finalement en 6 mois, comment fait-on? Donc ça, j'ai pas de solution, j'en ai pas. La seule chose que je sais faire, c'est par exemple, d'accepter à un moment donné de ne plus formuler mon cours comme il pourrait être on a eu l'habitude de le formuler, c'est-à-dire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, N séances sur un temps bien déterminé, c'est d'accepter de renverser la vapeur et de se dire que finalement, ce n'est pas des chapitres que je vais faire et je vais essayer de repenser finalement ce que j'ai à faire dans le temps qui m'est donné et en expliquant aux étudiants qu'on a ce temps-là pour le faire. Et donc on voit les objectifs sont bien identifiés, on sait que ce que je vous ai montré tout à l'heure pour Ellie, c'était 7 séances. On n'avait pas plus que 7 séances pour le faire, 7 séances de 4 heures. Donc on a 7 séances pour le faire. Comment fait-on maintenant dans ces 7 séances pour atteindre ces objectifs-là, quitte à se reconfigurer? C'est-à-dire que quitte à accepter qu'à un moment donné, on n'ait pas tout fait. Parce qu'en fait, ce qu'on détecte aussi, c'est que les objectifs pédagogiques ne se mesurent pas en quantité. Finalement, c'est pas comme faire la vaisselle ou je sais pas quoi, on attend d'assiette à droite qu'on doit amener à gauche. C'est plutôt se dire, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de faire prendre conscience aux étudiants de ce temps donné, des objectifs qu'on tente d'atteindre et puis finalement qu'on peut réviser et qu'on va construire ensemble. Donc c'est plutôt un compromis qu'une solution que je propose. Après, l'autre gros problème, c'est les enseignants. Il y aura forcément toujours des réfractaires. Il y aura toujours des gens qui vous diront non, pour moi, c'est pas mon truc. Il faut le comprendre. C'est confortable quand même d'être dans son... il y a une forme de confort, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, il y a une forme de confort d'être avec son diaporama au centre de l'amphi ou dans sa salle et puis dire c'est moi qui suis, c'est unidirectionnel et c'est moi qui délivre. C'est confortable, c'est-à-dire qu'on maîtrise de A à Z, c'est notre contenu, les questions sont limitées, etc. C'est confortable. Après, faire prendre conscience aux enseignants qu'on peut faire autrement, c'est essayer de tout tenter. C'est-à-dire que nous, par exemple, à l'Université de Lorraine, on tente avec le SU2IP des temps informels où on partage, on montre aux enseignants qui sont réfractaires qu'on peut faire autrement. C'est-à-dire qu'il faut s'installer, encore une fois, dans le temps pour que les pratiques nouvelles, les réflexions, les échanges de bonnes pratiques, etc., diffusent, que les gens puissent se poser des questions. Et donc on installe tout un tas de temps, de moments, d'espaces où chacun peut échanger, puis il en sort des choses. Et le troisième point, c'est qu'un enseignant, j'ai vu des enseignants grognons, on a tous dans nos entourages des enseignants grognons. Celui qui, de toute façon, les étudiants sont bêtes, il a le niveau abaissé, je ne veux pas changer, moi je fais mon cours, je suis détenteur d'une connaissance, et si ce n'est pas sur le mode asymétrique et transmissif, ils resteront bêtes, et moi je serai toujours... voilà. On en connaît plein, je caricature, mais on en connaît plein. Je ne dis pas que c'est mal, c'est juste que prenez un enseignant comme ça et mettez-le dans un espace un petit peu reconfiguré, et déjà ça, vous verrez qu'il va se passer quelque chose. Et ce que je disais tout à l'heure en aparté au café, c'était en gros, il y a toujours une petite étincelle, quelque chose qui démarre. Et donc ce qu'il faut, c'est garder cette petite étincelle et souffler dessus délicatement pour voir si ça prend. Et c'est ce qu'on essaye de faire à Nancy. Je ne dis pas qu'on réussit,
mais il se passe des choses. Donc c'est travailler sur ces dimensions-là, de l'enseignant, de l'étudiant, de l'espace, et puis aussi, un point non négligeable, vous parlez de temps, pour revenir au temps, et c'est aussi travailler avec nos instances hiérarchiques et de leur faire comprendre qu'il y a un temps, il y a une nécessité de repenser ça. Et là aussi, si votre hiérarchie ne vous soutient pas, ça va être difficile. Mais par contre, trouver des gens avec qui ça accroche, pouvoir être démonstratif. J'ai pas de recette, c'est plus du travail finalement, c'est un travail sur toutes les dimensions, d'information, de mise en confiance, de discussion. Moi je passe un temps fou, en plus de tout ce que je fais, à simplement répondre aux questions de mes collègues. Voilà, je comprends pas ça, viens, allez on va se mettre là, je t'explique, etc. Je dirais que c'est un vrai investissement, mais je pense que si on fait pas ça, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher les gens là où ils sont en fait. Et pas leur dire ça va marcher, ça va résoudre tous vos problèmes. Ils sont là, on les prend par la main et on les amène à faire le chemin. Et après, il se passe des choses. Mais bon, j'ai pas de réponse précise. C'est tout un tas de petites choses qui peuvent jouer sur ces dimensions-là. Oui, bonjour Samuel. Bonjour. Donc vous avez parlé comment moduler l'espace pour faire passer l'information, pour faire le cours. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des prérequis pour les étudiants? C'est-à-dire, on ne doit pas avoir le même type d'étudiants en France et ici. Les connaissances ne sont pas les mêmes, les personnalités ne sont pas les mêmes. Le système n'est pas modulé de la même manière. Ici, c'est un système où on veut formater l'élève dès le primaire. C'est un système qui rend un petit peu schizophrène, parce qu'on commence par lui enseigner une langue qui lui est carrément étrangère pour l'éducation. Donc, et on n'essaie pas de développer sa personnalité, sa façon de communiquer, de passer l'information. Donc est-ce qu'il faudrait commencer par cette base-là pour arriver à cette modulation d'espace et transmission de l'information, tout d'abord? Deuxièmement, est-ce qu'on peut comparer le système de l'éducation à une pyramide de Maslow? C'est-à-dire le besoin de l'éducation, parce qu'aujourd'hui on a des élèves qui ne savent pas pourquoi ils sont en classe. Donc c'est difficile de passer l'information et de le pousser à aller chercher l'information par lui-même pour la communiquer aux autres, alors qu'il ne sait pas lui-même pourquoi il est là. En fait, c'est pas différent. En France, c'est pas différent. En fait, on se retrouve, on récupère nos étudiants qui sortent du secondaire, donc du lycée, après 20 ans d'un système qui les a enfermés, si vous voulez, qui les a formatés. C'est-à-dire que c'est un besoin, en gros, c'est j'ai un cours, j'ai un examen, je réussis l'examen, je passe à l'année d'après, etc. Donc on récupère des étudiants qui sont dans cette logique-là. En France, pareil. Donc il faut faire avec. Par contre, la difficulté dans tout ça, maintenant, ça va être, à partir de ces étudiants, mais comme pour les enseignants, c'est essayer petit à petit d'installer un processus qui repose sur plein de dimensions, dont une qui est l'installation d'un mode de confiance et d'un mode d'échange, reposé sur un respect mutuel, qui fait qu'à un moment, qui va petit à petit amener l'étudiant à se déshabituer de ces réflexes acquis pendant tant d'années dans toute sa scolarité. Ce réflexe un petit peu du stimulus, réponse-stimulus, du bâton et de la carotte, et puis de l'étudiant qui vient consommer un cours et qui s'en va. Donc là, ça aussi, comme tout à l'heure pour les enseignants, on ne peut pas dire qu'on va réussir à tous les coups. Mais c'est déjà... Moi, je sais que dans mes pratiques, c'est que je commence, avant de faire le cours dont je vous ai parlé là, je commence au premier semestre sur un cours qui s'appelle Analyse de site web. Il n'y a pas plus chiant comme cours. Même moi, je m'ennuie dans ce cours. Si j'avais à suivre le cours-là, je m'ennuierais. Donc j'essaye de faire autrement. Donc j'essaye d'installer d'autres pratiques, des pratiques réflexives, d'essayer de leur faire comprendre que l'évaluation, ça ne va pas être un examen où je vais leur demander de ressortir des connaissances, ou bêtement des choses, mais qui se regardent eux-mêmes en train d'apprendre et qui fassent le point eux-mêmes en utilisant par exemple un portfolio, fassent le point eux-mêmes sur ce qu'ils ont fait et le parcours qu'ils ont fait. Donc c'est repositionner déjà dans tout ce que je fais le rapport à l'acquisition, aux pratiques et un rapport réflexif. Donc je pense que, je ne dis pas que ça marche pour tous, je pense qu'il y a, mais c'est un vrai travail, mais alors c'est un véritable, c'est épuisant. C'est épuisant, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est confortable de raconter ses transpas et de partir, c'est épuisant d'aller sur ces modes participatifs, donc d'amener les étudiants à penser autrement. Là, typiquement, ce semestre, j'ai commencé ça en septembre, je commence seulement, on est au mois mi-novembre, à voir les fruits de ce que j'ai mis en place en septembre. Mais pendant septembre, octobre et presque une bonne partie de novembre,
ben, c'est épuisant d'essayer d'amener, d'essayer de changer les comportements, de faire qu'ils soient là, de faire qu'ils ne viennent pas là uniquement pour consommer, de créer cette logique de commun. C'est épuisant. C'est quelque chose qui demande une énergie folle. Mais ça vient. Et donc après, on peut passer à d'autres choses. Donc ça, c'est la première chose. Et après, on revient à l'autre aspect, c'est le sens. Donc le sens, ou la pyramide de Maslow dont vous parlez, c'est donner du sens à ce que l'on fait. Et là, il y a plusieurs. Et là, on est aussi confronté aux mêmes choses. C'est-à-dire qu'on sait que dans nos cursus universitaires, ben, tout est morcelé. Enfin, typiquement, dans mon département, il y a un enseignant qui fait ça, l'autre qui fait ça. Personne ne sait ce que les uns et les autres font. Donc, si nous-mêmes, nous ne donnons pas du sens à nos propres enseignements dans nos pratiques, comment peut-on vouloir demander, comment peut-on demander aux étudiants de voir du sens dans ce qu'on leur propose? Donc, il y a une première chose, c'est déjà nous, à notre nécessité de travailler en équipe et de se poser la question, mais pourquoi faisons-nous ça? Qu'est-ce qu'on attend? Quels sont les objectifs qu'on se donne? Moi, je vais faire ça, toi, tu vas faire ça. Au lieu de fonctionner chacun dans son coin, chacun dans son amphi, en ignorant royalement l'autre, ben, on peut peut-être faire des choses ensemble. Et ça, c'est le pouvoir redonner du sens aux étudiants, c'est aussi notre responsabilité d'essayer de donner du sens à nos formations. Et là, il y a aussi un énorme travail. Je sais qu'à notre université, il y a tout un travail sur ce sujet-là, mais là, par contre, c'est pas gagné.